Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on vous parle souvent de parentalité ici à l'échelle de la famille. Pour vous raconter ce qui se passe à la maison, on va élargir la perspective pour s'interroger sur le lien entre natalité et politique publique. Et on va le faire avec Claudia Sénic, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, expression française au menu. Question du jour, que signifie l'expression « avaler comme un coucou » Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. On poussera comme chaque semaine les portes de sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Claudia Sénic, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeure d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice scientifique de la Fondation pour les sciences sociales qui propose aux éditions La Découverte un volume très riche intitulé Enfanter, le sous-titre Natalité, démographie et politique publique. Et si on a voulu vous entendre aujourd'hui, c'est parce qu'il éclaire ce volume des questions dont on parle régulièrement sur ce plateau lorsqu'on évoque la parentalité, sauf que nous on le fait souvent à l'échelle macro. Là on va prendre un petit peu de distance. Avant d'ouvrir ce volume, je voudrais quand même profiter de votre présence. Le Monde rappelait dans un portrait qui vous était consacré il y a quelques années que vous étiez la spécialiste française d'une discipline née en 70 aux Pays-Bas, l'économie du bonheur. Or, il y a quelques années, d'ailleurs, je crois que vous dirigez comment s'appelle cet institut d'ailleurs ? L'Observatoire du bien-être. L'Observatoire du bien-être, voilà, qui complète Français, la citation du Monde. Et il y a quelques années, vous aviez publié des travaux que j'avais trouvés à titre personnel absolument passionnants, qui faisaient le lien entre le fonctionnement du système éducatif et le bonheur. Alors, comme on en parle souvent du système éducatif sur School TV, juste un petit mot là-dessus. Vous arriviez quand même à la conclusion que celles et ceux qui avaient été scolarisés en France, on ne va pas forcément dire que c'est la faute du système éducatif, mais en tout cas, avoir fait une scolarité intégrale en France, ça ne contribuait pas à rendre très heureux. Oui, voilà, c'est des travaux qui remontent à 2014, si je me souviens bien. Donc, ce que j'avais observé avec étonnement, c'est que quand on prend une enquête européenne, le fait de vivre en France plutôt que dans un autre pays, ça s'était associé au fait de déclarer un niveau de satisfaction dans la vie plus faible. J'étais vraiment très étonnée. Je m'étais demandé, est-ce qu'il y a quelque chose en France qui rend les gens malheureux, ou est-ce que c'est un peu dans la tête, c'est du point de vue c'est dû aux mentalités. Donc, pour faire vite, j'avais regardé si les immigrés sont plus malheureux en France que dans un autre pays. Les immigrés qui viennent d'un même pays, est-ce que s'ils s'installent en France versus en Belgique, ils sont plus malheureux? Réponse non. Les immigrés ne sont pas plus malheureux en France qu'en Belgique, quel que soit le pays dont ils viennent. Donc, c'est pas bien sûr, il y a des choses en France qui vont pas bien, mais c'est pas ça qui fait que les Français sont spécifiquement plus malheureux, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Et donc, j'avais un peu creusé cette histoire des immigrés et j'avais regardé à quel âge ils étaient arrivés en France. Et ceux qui étaient arrivés tôt et qui avaient fait donc plus de 10 ans dans le système français, donc scolaire, étaient comme les Français, du point de vue du pessimisme et de l'insatisfaction. Et ceux qui étaient arrivés plus tard n'étaient pas encore aussi pessimistes. Donc, c'était le fait d'avoir passé du temps à l'école. Mais je ne voulais pas dire par là que c'est forcément le système scolaire français en tant que tel qui rend malheureux, mais c'est simplement que l'école véhicule ou transmet les valeurs, la mentalité et la vision du monde. Et il y avait quand même un côté hiérarchique. Dans la méritocratie à la française, il y avait des dimensions qui pouvaient ne pas contribuer à l'épanouissement. Dans mon article, je ne montrais pas ça. Voilà. Donc, je pense que l'école transmet les valeurs, comme la famille, comme le travail, etc. Donc, effectivement, on est socialisé à l'école pour voir le monde comme les Français. Après, beaucoup de gens ont interprété ça comme une critique du système élitiste méritocratique français, ce qui n'est pas du tout mon point de vue. Je ne suis pas anti-élitiste. Et bien voilà, on a remis les choses dans le bon sens. J'en viens à cet ouvrage collectif que vous avez dirigé. La première partie s'intéresse au désir d'enfant et le livre rappelle que la France a été le premier pays dans lequel la fécondité a diminué de manière soutenue et durable dès le milieu du XVIIIe siècle. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le chapitre de Michael Melki. C'est vraiment fascinant parce qu'il montre d'abord que la France avait beaucoup d'avance de ce point de vue-là, peut-être à cause de la révolution, des progrès sociaux et médicaux, etc. Et les Lumières. Les Lumières aussi, à rapport à la religion, qui commence à s'amenuiser. La laïcisation, un peu. Et puis après, la France était un grand pays d'immigration à l'époque. Et donc beaucoup de gens en provenance des pays européens voisins venaient en France pour travailler et puis repartaient chez eux de temps en temps, etc. Et donc, en fait, ces gens-là ramenaient chez eux la norme de fécondité beaucoup plus basse de la France. Et on peut voir que les régions qui avaient l'habitude de recevoir des flux d'immigrés sont liées dans la baisse de la fécondité précoce. En fait, la France a commencé sa transition démographique au milieu des 18e. Voilà, ce qu'on appelle transition démographique, pour être clair, elle est encore en cours, voire non encore réalisée dans un tas de régions du monde. C'est quand on passe de sociétés dans lesquelles les femmes ont beaucoup d'enfants, les familles ont beaucoup d'enfants, 7, 8, parfois
parfois plus, à moins de 2 ou 3. On est passé de 7 à 2, par exemple. Voilà. La transition démographique au 19e siècle, qui s'est fait partout au 19e siècle. On passe d'un régime où il y a beaucoup de naissances avec mais une très forte mortalité infantile, et puis une espérance de vie faible, à un régime avec l'hygiène où il y a moins de mortalité infantile, et puis après l'espérance de vie s'allonge, donc les parents comprennent que c'est plus la peine de faire autant d'enfants, et du coup on passe à un régime où on fait beaucoup moins d'enfants. Ça, c'était la première révolution. Et vous me corrigez si je me trompe, parce que je n'ai pas fait économie première langue, mais c'est quand même associé normalement à un bien-être plus important, parce que moins de personnes, plus de ressources, une meilleure allocation de ces ressources, souvent c'est vu comme un indice de développement, le fait d'avoir effectué cette transition démographique. Pour se développer, il faut éduquer la population. Pour éduquer la population, il faut avoir des ressources à mettre dans l'école. Donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants par rapport à la quantité, à la masse qu'on peut prélever, d'impôts qu'on peut prélever pour financer ça. Il faut qu'on puisse le financer. Quand il y a quand il y a vraiment beaucoup d'enfants et de jeunes, c'est très dur de les éduquer. Donc la transition démographique favorise le développement de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas aller trop loin. C'est justement l'exemple de la Chine. La Chine a mis en place cette politique de l'enfant unique en 1979, et maintenant ils en sont arrivés à un état où il y a 1,3 enfants par femme et la population vieillit terriblement. On dit que le renouvellement, pour mémoire, c'est 2,1, si je me souviens bien. Oui, 2,1. Voilà. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, la structure de la population est déséquilibrée avec beaucoup plus de vieux qui, du coup, dépendent de moins de jeunes actifs pour financer leur retraite. Donc, il y a un juste milieu. L'idéal, c'est pas de descendre le plus possible. Qu'on n'a pas forcément... Et donc, la Chine a complètement renversé la vapeur, là, et essaye d'inciter les gens, désormais, à avoir plus d'enfants. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et vous venez de le mentionner en parlant des immigrés, la France, pionnière de cette transition démographique, qu'elle diffuse à ses voisins, vous l'avez dit, parce qu'en fait, les normes sont exportées, mais elles ne sont pas seulement exportées par des migrants saisonniers qui retournent dans leur pays à un moment donné et qui disent tiens, j'étais en France, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. C'est également, ça se mesure au nombre de correspondances et aux télégrammes qui sont envoyés dans les régions. Vous arrivez vraiment à documenter ça? Enfin, ça, c'est Michael Mel. Oui, mais quand je dis vous, c'est vous en tant que directrice de cet ouvrage. Ouais. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment une transmission culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on change d'avis sur ce qui est possible, ce qui est acceptable, etc. En France, ça devient totalement acceptable d'avoir moins d'enfants. Et par les communications, effectivement, écrites et autres, eh bien, cette culture se diffuse. Et en fait, une fois que c'est fait, c'est très, très difficile c'est très, très difficilement réversible. Une fois qu'on a admis que, en fait, ça va, en fait, 2 enfants, 3 enfants, ça va. Quand vous dites admis, y compris socialement, une fois que c'est rendu acceptable socialement. Voilà, acceptable socialement, c'est-à-dire qu'on n'est pas mal regardé si on a moins d'enfants. Et même aujourd'hui, peut-être le problème, enfin, pas le problème, mais le fait nouveau, c'est la deuxième révolution démographique, c'est que maintenant, on passe dans la plupart des pays, 2/3 des habitants de la planète sont dans des pays où le taux de renouvellement de la population n'est pas assuré, et beaucoup de femmes resteront sans enfants. En Asie, par exemple, 1/3 des femmes resteront sans enfants. Et ça devient socialement acceptable de ne pas avoir d'enfants. Donc là aussi, c'est un changement culturel. Et encore une fois, la Chine, je sais que vous ne voulez pas en parler, non, mais je plaisante. En Chine, le gouvernement voudrait vraiment inciter les gens à avoir plus d'enfants, mais ils ont changé toute leur organisation, toute leur pratique et toute la conception de ce que c'est que d'avoir un enfant et de l'élever, et les efforts qu'on doit mettre dans l'éducation, etc. Et donc, c'est impossible de les convaincre d'en avoir 2. C'est épuisant d'en avoir un. Voilà, je fais le petit décodage de la petite plaisanterie Claudia Sénic, c'est parce que je lui avais dit juste avant qu'on entre en plateau, on va quand même surtout parler de la France, ça c'est un ouvrage extrêmement riche, on voyage énormément, et notamment en Chine. Il m'a dit, la Chine c'est passionnant, et c'est vrai que c'est passionnant. Il y a plein de chapitres dans cet ouvrage. Je veux bien qu'on passe rapidement à la deuxième grande partie, qui est un sujet, là encore, qu'on aborde souvent ici, l'inégale implication des pères et des mères à la maison. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles, qui est que le temps consacré par les pères aux soins et à l'éducation des enfants a doublé entre 1985 et 2010, à une exception près, les nourrissons, les premières années, les premiers mois, ça reste vraiment l'affaire des mères. Oui, ça c'est le chapitre de Estelle Herbeau qui utilise une enquête longitudinale qui s'appelle ELF, c'est-à-dire qu'on suit les gens les enfants depuis la naissance jusqu'à le plus tard possible. On les suit tout au cours de la vie. Et donc elle observe la manière dont l'emploi du temps, en fait, l'usage du temps des pères et des mères, et combien de temps ils passent aux tâches ménagères et aux soins des enfants. Et elle constate que, comme toujours, c'est assez déséquilibré. Les pères s'investissent beaucoup moins que les mères au début, ce qui paraît presque... on s'y attend. Et après, ils débarquent, de plus en plus, au fur et à mesure que mais ils débarquent de plus en plus, surtout si c'est ludique ou valorisant. Voilà, surtout si c'est ludique. Pour l'instant, ça ne va pas jusqu'à des âges très avancés des enfants. Par contre, les tâches ménagères, ça reste assez déséquilibré. Ce qui est amusant dans ce chapitre, c'est que les mères ne sont pas forcément insatisfaites de passer plus de temps à s'occuper des enfants. Elles disent qu'elles apprécient, elles aiment ça. Elles sont plus insatisfaites quand il y a un gros déséquilibre en termes de partage des tâches domestiques, autres que les enfants. D'accord.
plutôt le ménage et la lessive qui reste le grand clivage homme-femme, beaucoup plus que la vaisselle. Claudia Séni qui a coordonné, enfanté ce très intéressant volume qui vient de sortir aux éditions La Découverte et qui est sous-titré Natalité, démographie et politique publique. On se retrouve juste après l'anti-sèche. Vous savez ce que ça veut dire, vous, avaler comme un coucou? Ben non, moi, moi non plus, je sais pas. Le coucou qui fait son nid chez les autres, qui s'installe au nid des autres. Il y a peut-être un petit lien. Alors on va poser la question à Catherine Maury. L'anti-sèche. Avaler comme un coucou, qu'est-ce que cela signifie? On trouve la réponse dans Du coq à l'âne, c'est chez Larousse, c'est signé Catherine Maury, c'est illustré par Tiphaine Desmoulières. Ouvrage extrait lui-même d'un plus complet au bonheur des expressions françaises, où il n'y a pas seulement les expressions liées aux animaux, mais on va s'intéresser aux expressions liées aux animaux aujourd'hui. Alors, avaler comme un coucou, ça veut dire quoi? Je connaissais pas, moi. Ça veut dire beaucoup, beaucoup manger. Alors, il faut rappeler... Parce que le bébé coucou, il mange... le bébé coucou, c'est toute une histoire. Parce que le bébé coucou, déjà, il a une mère qui est dénaturée et qui va pondre son œuf dans le nid d'autres oiseaux plus petits. Super sympa. Voilà, super sympa. Donc, au bout de quelques jours, l'oisillon éclot. Donc, il est tout mignon, là, avec son duvet follet, avec ses grands yeux écarquillés. Il faut pacifier, c'est un monstre sanguinaire, c'est un tueur en série. Le massacre va commencer. Donc, du haut de ses 2 grammes, il va commencer par chasser, par pousser hors du nid tous les autres oisillons afin d'être le seul à être nourri. Et donc... Oisillons qui savent pas voler à cette heure-là. Oui, donc il les pousse avec ses petites pattes. Enfin, voilà, vous voyez le réflexe quand même. Et donc, ensuite... au bout de 3 semaines, il pèse déjà 2 fois plus lourd que ses parents adoptifs. Donc, il déborde de son nid. Vous voyez, c'est un peu comme une religieuse au chocolat à l'envers. Il y a le gros coucou et il y a le nid en dessous. Et voilà. Et donc, il ne cesse d'ouvrir son large bec orangé, là, pour tout le temps, en piaillant tout le temps pour qu'on le nourrisse. Donc, avaler comme un coucou, c'est vraiment manger beaucoup. Voilà, le coucou, il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. C'est comme le Parisien. Être comme le poireau. Alors, être comme le poireau, ça, c'est très drôle. C'est être un ver galant. Donc, c'est-à-dire que le poireau, il a la queue verte. Si vous traduisez une expression par une autre expression, on ne va pas s'en sortir. Voilà. C'est être un séducteur, mais un peu âgé, puisqu'il a, comme le poireau, il a la queue verte, mais la tête blanche. Donc, par exemple, Henri IV était un parfait poireau, puisqu'on a quand même compté 73 maîtresses officielles à Henri IV. Sans compter les officieuses. Avaler le pépin. Avaler le pépin, c'est tomber enceinte. Donc, quand vous avalez le pépin, vous vous retrouvez avec un polichinelle dans le tiroir, et ensuite, 9 mois après, vous cassez votre œuf. Et le polichinelle dans le tiroir, c'est aussi le bébé dans le ventre. Sucré des fraises, celle-là, je la connais. Sucré des fraises. On est vieux, quoi. Voilà, on est vieux. Donc, quand vous sucrez des fraises, vous avez ce mouvement pour saupoudrer le sucre. Voilà, et donc vous un peu plus parkinsonien, je pense, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, celui qui sucre les fraises, il est un peu gâteux, et donc il tremble. Donc, c'est vraiment pas très gentil, parce qu'à cet âge-là, en principe, on n'a plus droit au sucre, on n'a plus de dents pour manger des fraises, donc il n'y a plus que l'inconvénient de l'expression. Il faut faire des smoothies. C'est vrai. Fraises, c'est délicieux. On termine avec être soupe au lait. Alors, être soupe au lait... une autre après, tiens. Ah oui, la recette de la soupe au lait, c'est très simple. Vous prenez des morceaux de pain, vous les mettez dans une assiette creuse et vous faites chauffer du lait dont vous arrosez, et vous arrosez les morceaux de pain avec. Simplement, quand on fait chauffer du lait, on sait très bien ça risque de déborder. Lait. Voilà. Et donc, quand on est soupe au lait, c'est qu'on est très colérique et qu'on va commencer à bouillir comme le lait. Et on monte très vite. Voilà. Manger des pissenlits par la racine. Je vous dis qu'on parlait d'animaux, en fait on parle de la nature évidemment dans cette dernière chronique de la semaine, mais vous l'aurez reconnu, manger des pissenlits par la racine. Manger des pissenlits par la racine, eh bien forcément c'est quand on commence à sentir le sapin, c'est-à-dire le sapin c'est le bois avec lequel on fait le cercueil, et ben voilà, on va vous enterrer et donc là vous pourrez manger les pissenlits par la racine puisque vous serez sous la terre, donc c'est être mort. Voilà. Bon, en tout cas avec vous on ne mange pas la soupe à la grimace. Oui, manger la soupe à la grimace. Donc voilà, s'il y a un conjoint est de mauvaise humeur, vous allez dîner avec votre conjoint, mais vous allez manger la soupe à la grimace parce qu'il va vous faire la tête. On dit aussi il est aimable comme une porte de prison. Et si le mécontentement se poursuit jusque dans le lit conjugal, vous allez dormir à l'auberge du cul tourné, c'est-à-dire que vous allez dormir... Celle-là est très visuelle. On a compris. Elles sont souvent très visuelles. Elles sont souvent très visuelles. Catherine Maury, merci beaucoup. Au bonheur des expressions françaises, illustrée par Tiphaine Desmoulières, c'est chez Larousse. Et le spin-off, avec juste du coq à l'âne, c'est les expressions liées aux animaux. Extrait du premier, également chez Larousse. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette semaine avec ces expressions. On signale quand même également qu'aux éditions Les Arènes, on vous retrouve aux manettes de plusieurs volumes de la formidable série de bandes dessinées, Les Incroyables Histoires. Vous avez fait la mythologie grecque, la littérature française, littérature
littérature américaine en 2 tomes, j'en oublie. Mythologie nordique aussi. Et mythologie nordique, bien sûr, Thor, Odin et tous les autres. Catherine, merci beaucoup. Grand oral, la suite. Dans cette série d'articles publiés à La Découverte et intitulée Enfanter, Claudia Sienick, il y en a qui comparent et qui s'intéressent à ce qui se passe à l'étranger. On a évoqué déjà la Chine, il y a aussi les pays scandinaves et qui, notamment pour ce qui est de la répartition hommes-femmes, s'en sortent mieux que chez nous, et notamment en termes de bonheur, parce qu'ils ont à la fois mieux permis aux femmes d'accéder au marché de l'emploi, mais aussi de mieux répartir les tâches à la maison. Et en fait, c'est ça la clé, parce qu'en France, l'accès à l'emploi des femmes, il s'est fait, mais ça n'a pas du tout suffi. Oui, en fait, ça, vous faites référence au chapitre de Romain Delesse. Et en fait, cette question de natalité, fécondité, etc., bon, ça dépend quand même beaucoup des femmes, voire essentiellement. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont optimistes ou pessimistes concernant ce que va devenir leur vie une fois qu'elles auront un enfant. Et Romain Delesse, il met le point sur le fait qu'il y a 2 facteurs. Il y a ce qu'il appelle la première révolution de genre, à savoir les femmes accèdent au marché du travail, elles travaillent. Bon, ça s'est fait un peu partout, c'est fait. Et la deuxième révolution de genre, selon lui, c'est le partage des tâches domestiques, donc ce qui se passe au sein du foyer. Et là, il distingue des groupes de pays, dont les pays traditionnels où la femme continue elle travaille moins, justement, et elle s'occupe des tâches domestiques, là, tout est bien organisé, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas trop de pessimisme. Les pays comme le Scandinave, où en fait, les femmes travaillent autant que les hommes, et les tâches domestiques sont à peu près également réparties, et donc là, les gens ne sont pas très, très pessimistes sur le fait que les enfants, ça empêche de travailler, ça prend trop de temps, etc. Toute une série de questions qui sont dans une enquête internationale. Et puis les pays qui sont un peu au milieu du gué, comme la France, la Belgique ou d'autres, où les femmes travaillent, mais les tâches sont encore inégalement réparties. Et du coup, les femmes se montrent beaucoup plus pessimistes, et surtout les femmes, en fait, concernant ce que va devenir la vie et les coûts imposés par la venue de l'enfant dans la vie. Parce qu'elles sont crevées, elles ont la double journée. Parce qu'elles font la double journée. D'ailleurs, il y a un article récent de Claudia Goldin, vous savez, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur ces questions-là, qui vient de paraître et qui montre que les pays qui se sont modernisés et développés très très rapidement, ils ont ce problème parce que finalement les femmes se sont mises à travailler, elles ont des nouvelles attentes concernant l'implication des pères dans la famille, mais peut-être que les hommes n'ont pas bougé aussi vite, et du coup dans ces pays-là, les pays qui ont rattrapé, des pays qui se sont développés très rapidement, la fécondité a énormément baissé parce que les femmes n'ont plus envie. Elles n'ont plus envie, ou peut-être elles ne peuvent plus. Et le pessimisme l'emporte sur l'optimisme. Finalement, donc Romain Delesse insiste sur la vision, est-ce que finalement la parentalité elle est valorisée, est-ce que les gens ont l'impression que ça va être quelque chose d'heureux ou quelque chose d'épuisant? Les femmes. Il y a une catégorie de femmes qui bénéficient le plus de l'aide des pères, celles qui sont cadres ou qui exercent une profession hautement qualifiée. Ai-je lu en lisant ça? Oui, ça c'est le chapitre d'Estelle Herbault. Je pense que c'est le pouvoir de négociation. Vous pensez que c'est ça? Oui. Donc un truc de pouvoir, vous avez prononcé le mot de pouvoir. De négociation, quoi. C'est que, de toute façon, ou alors peut-être qu'elles choisissent mieux leur mari. Avec une condition quand même, c'est qu'il ne s'agisse pas de familles nombreuses. Là, ce sont encore les mères qui s'en occupent. Là où on croise aussi donc, tous vos travaux sur le bonheur, c'est au chapitre parents égaux, parents heureux. Mieux vaut être parent en Scandinavie, on l'a dit. Et on croise de nouveau les questions de bonheur et d'éducation quand on évoque le modèle éducatif français, notamment les styles parentaux. Et notamment une posture distante et autoritaire vis-à-vis des enfants qui est opposée au modèle concerté et démocratique des pays nordiques. Ça, c'est pas dans le bouquin. Si. Bon. Je vous le retrouverai. D'accord. Oui, mais enfin, ou alors ça doit être dans le chapitre toujours le chapitre de Romain. Oui, je pense. Lui, sa question, c'est vraiment, est-ce que ça rend heureux? À quoi est-ce qu'on s'attend? Et est-ce que la parentalité est valorisée? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait tout, dès qu'on a des enfants, on fait tout pour s'en débarrasser? Exactement. Ce qui compte, c'est les modes de garde. Et donc, en fin de compte, la question, c'est quand je rentre le lundi, toi tu rentres le mardi. Ou est-ce que, en fin de compte, comme dans les pays scandinaves, il est tout à fait admis que les pères prennent autant de congés de parentalité que les mères. Tout le monde, la journée s'arrête tôt pour tout le monde et on partage, etc. Et donc, effectivement, si c'est valorisé, il y a une question, moi je vois ça comme une question de coordination. Si on est les seuls, en tant que femme, par exemple, à rentrer, ou non, même en tant qu'homme, si on est les seuls à aller à l'école à 4h30 chercher ses enfants, on se sent quand même un peu mal. On a l'impression que tout le monde continue d'avancer et nous, en fait, on est devenu une nounou. Si c'est absolument la norme générale, comme en Suède, et que tout le monde est là à 4h30 ou à l'heure à laquelle l'école s'arrête, c'est juste normal. Et après, on va tous ensemble avec des gens comme soi au jardin. Et ça devient socialement acceptable. Et donc, ça devient acceptable, agréable, valorisé. Et donc, on a envie de le faire. Et c'est la conclusion de l'article de Romain Delesse, je tiens à vous le dire, qui raconte tout ça. Les parents français sont assez paradoxaux et critiques, tout en faisant les enfants plus qu'ailleurs. Il déclare aussi plus de représentation négative des enfants. Il renvoie ça aussi à la question des styles parentaux. Ce qui est amusant, c'est que malgré ce chapitre, cette structure très intéressante sur première révolution, deuxième révolution de genre, la France reste quand même le pays qui a le taux de natalité le plus élevé. Parce que la France, depuis la Seconde Guerre mondiale, mène des politiques natalistes en tout genre.
des politiques égalitaires où on permet aux femmes de travailler et de faire garder leurs enfants, des politiques natalistes où on subventionne les enfants, les familles nombreuses, la carte famille nombreuse, il y a plein de choses à faire. Des politiques conservatrices, des politiques de droite, de gauche, enfin tout le monde est d'accord en fait sur ces politiques. Jusqu'à Emmanuel Macron qui veut réarmer démographiquement. Voilà. Et donc ce consensus qui règne et qui se met en œuvre de manière multifacette fait que finalement la parentalité est valorisée en France, et à travers toutes les couches sociales d'ailleurs. Donc après avoir été les pionniers de la transition démographique, on est peut-être les pionniers du réarmement démographique qui va savoir. Le dernier chapitre de l'ouvrage est aussi un peu plus philosophique, qui pose la question de l'articulation entre les droits de l'enfant, autre thématique dont on parle régulièrement ici, et l'autorité parentale. Il commence par rappeler quand même que les enfants, déjà, j'aurais pu le faire plus tôt dans l'émission, un tiers de la population mondiale, mais là aussi la France se distingue, elle est en retard sur la question des droits de l'enfant. Ça, c'est le chapitre de Linda Godmar, donc effectivement philosophe. Donc elle se demande comment... elle déplore le fait que finalement les droits de l'enfant, même si ils ont été adoptés par la Convention internationale des droits de l'enfant, donc il faut pas de discrimination, il faut écouter l'enfant, il faut lui faire passer l'intérêt supérieur de l'enfant avant celui des parents en cas de conflit, etc. C'est dur à mettre en œuvre, c'est flou, c'est rarement fait, etc. Elle plaide vraiment surtout pour l'écoute des enfants, notamment en cas de conflit entre les enfants et les parents, en cas de conflit entre les parents qui se séparent, etc. Elle trouve qu'on devrait davantage les écouter et ne pas préjuger que les enfants sont totalement inachevés, n'ont aucune autonomie de jugement, etc. Il faut leur prêter un peu plus de ce point de vue-là. Ce chapitre, je trouve qu'il s'articule bien avec un autre chapitre du livre sur l'Inde qui montre à quel point il y a encore une préférence pour les garçons. En Inde, on le voit dans le taux de naissance de garçons par rapport aux filles, on le voit dans, par exemple, le dernier enfant. Quand le dernier enfant est dans les familles, c'est toujours, de manière prédominante un garçon, c'est que les gens font des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon, puis après ils arrêtent. Quand on voit la surmortalité, la surmorbidité féminine, etc., on voit qu'il y a quand même cette préférence. Et donc du coup... C'est-à-dire au sens où ils s'occupent moins d'une fille en mauvaise santé, on fait moins attention qu'un garçon. Les avortements sélectifs aussi, et ça c'est vrai en Inde et en Chine, et c'est dû au fait que, de toute façon, il y a tout un système, par exemple, patrie locale, où on va vivre dans la famille du mari, et c'est comme l'argent, le patrimoine se transmet comme ça, etc. Donc, par rapport à cette préférence des garçons par rapport aux filles, etc., je trouve que le chapitre de Linda Godmar s'insère bien, au sens où, il faudrait peut-être protéger les droits des enfants, y compris des filles. Et elle rappelle qu'on vient de loin, puisque dans l'Antiquité, l'enfant était la propriété du père. Au Moyen-Âge, la notion d'enfance n'existait même pas. Ça a été une longue conquête, mais qui aboutit aujourd'hui au fait qu'il existe même, venu des États-Unis, des Childhood Studies, et que ça y est, on commence à s'intéresser à l'enfant. Il y a aussi un code de l'enfant en France, mais qui est très peu connu, dit-elle. Qu'est-ce qui vous avait amené à faire un volume sur ce sujet-là, d'ailleurs, Claudia Sénic? C'est quand même un sujet vraiment d'actualité. Là, en ce moment, ça, on ne vous dira pas le contraire ici, mais vous... C'est une mutation anthropologique, en fait. Ouais. Quand nous, dans les modèles, par exemple, évolutionnistes ou socio-évolutionnistes en sciences sociales, le modèle, c'est que l'individu essaye de diffuser et reproduire au maximum ses gamètes, à se reproduire. Et là, le fait que désormais, comme on l'a dit, il est socialement acceptable de ne pas avoir d'enfants et que ça devient quelque chose qui se répand, c'est quand même très très étonnant. Et donc la population mondiale, la croissance de la population mondiale s'est vraiment réduite. Là, on en est à 1%, et il est estimé qu'à la fin du siècle, elle arrête de croître et elle commence à diminuer. Donc c'est intéressant, et ça pose des questions. C'est une très bonne nouvelle pour la planète. Il faut quand même le dire. On consommera un peu moins. Ouais, il faudrait peut-être qu'on change de manière de consommer. De modèle aussi. Mais si on continue comme ça. Mais d'un autre côté, c'est une mauvaise nouvelle pour l'équilibre des générations et donc la survie de notre système de protection sociale. Comment est-ce qu'on soutient, notamment le système de retraite, par répartition ou autre, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, que ce soit par cotisation ou par répartition, il faut du monde pour payer, pour cotiser à un moment donné. Donc ça pose des questions. Claudia Sénic, et pourquoi vous avez choisi de vous intéresser au bonheur et au bien-être? C'est ma dernière question. Un peu... je travaillais sur les pays en transition vers les pays de l'Est, la Russie et les autres pays de l'Est en transition vers le marché. Puis au bout de 10 ans, je me suis dit, ils ont fait tout ça pour être plus heureux. C'était un peu un rêve d'accéder enfin au marché, etc. Est-ce qu'ils sont plus heureux, Je suis tombée sur une enquête dans laquelle il y avait ces données-là. Et j'ai recommencé à regarder et je trouvais ça fascinant. Ouais, et ils étaient plus heureux alors? Ils ont été beaucoup moins heureux pendant la phase de transition qui était très dure, notamment. De réforme. Ouais. Et puis après, ça s'est remonté. Et là, oui, en fait, les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est en ce moment, c'est les seuls dont le niveau de satisfaction moyen continue à augmenter avec leur croissance. Dans le dernier rapport sur le bonheur dans le monde, le World Happiness Report, en Europe, ça stagne, aux États-Unis, ça décroît. Et il n'y a que dans les pays de l'Est où ça monte, et notamment chez les jeunes. Le truc nouveau dans le rapport sur le bonheur dans le monde, c'est que les jeunes, désormais, leur bonheur diminue au cours du temps, alors qu'ils deviennent moins heureux que les plus vieux.
Ce qui était tout à fait l'inverse autrefois. Pas du tout le cas, ouais. Voilà. Sauf dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'ils sont encore en phase de rattrapage, ils sont encore optimistes, ils ont encore des opportunités, etc. Là, le monde pour les jeunes dans l'Europe occidentale et les États-Unis est beaucoup moins rassurant. Et moins désirable. Oui. Claudia Sénic, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, que vous êtes directrice scientifique de la Fondation pour les sciences sociales qui publie aux éditions La Découverte ce volume intitulé Enfanté. Il y a une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus, de chapitres, je crois 10 si je me souviens bien, gagnés. On a essayé de le feuilleter de la manière la plus complète possible, mais le mieux à faire, c'est évidemment de le lire. Vous pouvez aussi évidemment lire des livres à vos enfants. Et ça, on le recommande vigoureusement chaque semaine. On retrouve Célie Luton et on pousse les portes de la librairie comme tous les vendredis. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et quelle cohérence dans cette émission, quel concept. J'espère. On va parler de femmes, héroïnes. Et qui peuvent inspirer l'éducation de nos jeunes filles aujourd'hui. Génial. Marie Curie et Bronia Gluska, le pacte des deux sœurs chez Je vais y arriver, c'est chez Circonflexe. Et oui, un nouveau documentaire illustré chez Circonflexe avec deux femmes pionnières et inspirantes. Marie Curie, nous la connaissons tous. Voilà. Mais Bronia, qui était-elle alors ? Je crois qu'elle était très connue dans la gynécologie. C'est ça, voilà. Médecin, gynécologue. C'est un album biographique, hein ? Oui, un album très bien raconté, simplement raconté. On peut le lire avec un enfant ou laisser un enfant le lire après. C'est pour la primaire. Pour la primaire et avec des très très belles illustrations. Exactement, on montre une belle, un exemple pris au hasard. Une belle balade, un beau voyage justement à travers le temps et la vie de ces deux femmes, de ces deux sœurs. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi un très très beau roman dont je vous parlerai très bientôt, qui est de Carole Trébor. Dingue. Ça s'appelle Marie et Bronia. Pour les plus grands. Celui-ci est signé Linda Elovitz-Marshall et Anna et Elena Balbousso chez Circonflexe. Donc, le mythe de tous les mythes. Exactement. Un des plus célèbres à la fois sur les femmes, sur la résistance, l'esprit de résistance. Antigone. Antigone, justement. Beaucoup d'étudiants, de collégiens, de lycéens ont pu voir cette tragédie en cours de littérature. Et là, pour les plus jeunes, toujours à partir de 8 ans. Pour le lire tout seul, je trouve que c'est toujours plus intéressant de laisser les mots infuser. Nous avons le retour de cette héroïne en avance sur son temps, farouchement indépendante et liée aux valeurs donc, de sa famille. C'est signé Yann Liotard et Marie-Claire Redon. C'est aux éditions La Ville Libre. Même chose, alors c'est pour les petits. Graphiquement, c'est pas tout ce qu'il y a de plus rassurant. Alors oui, mais vous allez me dire que l'histoire ne l'est pas non plus, mais... Non, mais c'est comme les trois brigands de Tommy Ungerer. Il faut apprendre aux enfants à avoir peur. Leur dire que avoir peur, c'est dans le livre. Il faut apprendre à avoir peur pour de faux, pour ensuite pouvoir affronter la peur dans la vraie vie. Voilà. Et on apprend les bases également de la mythologie en lisant ce livre. Exactement. Et ce très bel Antigone signé Yann Liotard et Marie-Claire. Oui, paru en 2017 pour la première fois. Et on termine, c'est dans la rentrée littéraire des ados, par ce roman de Nathalie Bernard, La gardienne de la forêt, chez un éditeur qu'on aime beaucoup ici, Thierry Magnier. Alors là, pour terminer, je vous emmène au Brésil avec une héroïne de 13 ans. Elle s'appelle Diana et elle va connaître le pire à 13 ans. Son frère, qu'elle adore, va être assassiné par des bûcherons illégaux qui ravagent la forêt amazonienne. Ivre de rage, de fureur et de revanche, elle va vouloir faire entendre sa voix. Elle va vouloir devenir une gardienne de la forêt et elle va se heurter au monde des adultes qui la trouvent trop jeune pour sauver sa terre. Et oui, car elle a 13 ans, un roman poignant, un roman très engagé aussi. Très engagé, on est vraiment dans une perspective écologique, mais vraiment écologique sur du long terme, où justement on encourage la jeunesse à aller de l'avant, à se faire entendre, puisque notre jeune Diana va parcourir le monde. Je n'en dis pas plus. Sur un sujet d'actualité, et c'est vraiment le roman d'action classique. Oui. De la description, du récit, du dialogue. Toujours. Et on a envie de tourner les pages. On a envie de tourner les pages, pour faire un anglicisme, c'est un page-turner, mais un page-turner écrit par Nathalie Bernard, qui est extrêmement douée dans un talent de conteuse, qui vous donne envie vraiment de plonger, de partir au Brésil et de revenir aussi quand même. Voilà, Nathalie Bernard qui avait gagné la Pépite Fiction Ado en 2019 au Salon du Livre de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est ça. Et que vous aimez beaucoup. J'adore.
Célie, merci beaucoup. Encore des très beaux livres sur la librairie dans laquelle vous nous invitez tous les vendredis. On peut également y remettre le livre d'Aurélia Blanc. Je le recite, il est vraiment super ce bouquin. Tu seras une mère féministe, mon fils, et tu seras un homme féministe, mon fils. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie est assistée aujourd'hui par Emma Frary, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Alice Pitavi pour la réalisation. Vous restez sur School TV et on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.